inizia solo di design. Salut tout le monde, on se retrouve pour le premier Mac de 2020 avec une analyse d'un album Panini des Fantastiques et d'un bon bouquin vintage de l'araignée dont la relecture agréable peut surprendre par son contenu en un seul mot, aussi bizarre que la première fois que j'ai écouté du Rick Astley. Aussi ça m'a fait bizarre quand j'ai appris que l'humoriste japonais Takeshi Kitano se faisait surnommer Beat. Et allez, on est reparti avec des blagues en dessous de la ceinture. Oh là là, la reprise est difficile, les gens vont juger sur YouTube. Ah bah on est là pour s'ambiancer le cul. Oui, mais les gens qui regardent sont des gens sérieux qui travaillent. T'es pas obligé d'utiliser le langage châtié des pisseurs. On avait dit qu'on ferait pas dans le vulgaire en 2020. Ah c'est bon, tu vas pas nous faire ta moue de taspé. Ouais, bon allez, c'est bon, allez, envoyez le bousin. Enlève-toi. Enlève-toi de devant le titre. Quoi? Enlève-toi devant le... Gueule. Cette semaine, bande de petits vénères, allez vous faire pouic-pouic, j'ai mis une main frêle et déterminée sur le deuxième intégral Panini consacré aux aventures flamboyantes des 4 Fantastiques. Les 4 Fantastiques nous protègent du mal. Durant l'année 1963, ce qui en fait correspond aux épisodes 10 à 21 et auquel, dans sa grande bonté, Panini a adjoint le premier annuel de la série avec le Prince des Mers. Et ça fait plaisir, sa mère! Les premiers épisodes sont assez étonnants et craignos, il faut bien l'avouer. Ainsi, le numéro 10 des Fantastic Four évoque le retour du vilain Dr Fatalis, et afin de répondre à la demande de nombreux lecteurs qui réclamaient une approche hors du commun des 4 héros, Stan Lee fait prendre conscience aux 4 Fantastiques qu'ils sont des personnages de bande dessinée. Ainsi, ils sont en contact avec Stan Lee et Jack Kirby, au cœur même de la BD, et ça c'est plutôt original. On ne voit pas leur visage, mais ils sont bien présents lorsqu'ils sont pris en otage par Fatalis pour piéger Reed Richards. C'est un épisode où Fatalis interchange son corps avec Richards, tandis que ce dernier est enfermé dans celui de Fatalis. Sue, la chose et Johnny ne se rendent même pas compte que leur leader est devenu quelque peu cynique et pervers. Bon, le stratagème est quand même déjoué in extremis, et tout se termine bien. C'est un épisode que les vieux lecteurs français ont pu lire dans le Fantasque numéro 4 de mai 1969. L'épisode suivant de cet album m'a fait pleurer du cul, je ne vous le cache pas. Non sérieux, il est craignos. Le 11e épisode, datant de février 1963, relate l'arrivée de l'homme impossible. Ce super vilain, voulu par Stan Lee, fait partie de ses revers les plus sévères. Alors que ce personnage lui plaisait beaucoup, les fans de Marvel ne partageaient pas son enthousiasme. Des lettres de protestation arrivèrent en masse à la maison d'édition, et le standard téléphonique fut submergé d'appels peu flatteurs. Si vous voulez lire cet épisode, vous pouvez aller le voir à la fin de l'album 23 des 4 Fantastiques, publié en 1980 par les éditions Lug et appelé Le Maître des Maléfices. C'est vrai qu'il est tellement beau qu'il donne envie de vomir. Et pourtant, tout n'est pas mauvais dans cet épisode. Par exemple, Stan Lee nous montre une période méconnue du passé de Reed et de Ben, à l'époque de leurs études et de leur service militaire. Stan Lee développe donc plus l'univers des 4 Fantastiques pour les rendre toujours plus familiers auprès des lecteurs. Vous pourrez lire ce passage dans l'album numéro 22 des 4 Fantastiques en 1980. Dans l'épisode 12, en mars 1963, c'est la première rencontre entre Hulk et les Fantastiques, et c'est aussi le premier crossover de chez Marvel, car l'objectif de faire intervenir Hulk dans cette histoire est de mieux le faire connaître au public. La baston entre Hulk et la chose est quand même assez timorée, rien qui puisse satisfaire notre excitation. Pourtant, avec 2 marteaux-piqueurs sous stéroïdes comme eux, on était en droit d'en attendre beaucoup plus. En France, nous avons pu lire cette aventure dans l'album numéro 25 des Fantastiques, datant de 1981, intitulé « Prisonnier du Prince des Mers ». Franchement, j'adore cette couverture. Elle est splendide. Ah non, vous commencez pas les pots de peinture, hein. Connasse. L'épisode 13 d'avril 1963 nous parle du fantôme rouge et de ses super singes. Ivan Kragov, un camarade soviétique, a bien étudié l'histoire des 4 Fantastiques. Et pour la gloire de l'URSS, il part avec ses singes dans l'espace pour se faire irradier par les rayons cosmiques afin de devenir très puissant. Tout se termine avec une baston contre les 4 Fantastiques sur la face cachée de la Lune. On imagine qu'en 1963, l'exploration humaine devait vraiment faire fantasmer les auteurs de l'époque si on repense au contexte. Au contexte? Mais c'est quoi le contexte? Ta gueule, quoi. Cet épisode de 13 introduit Uatu, le gardien, dans sa cité lunaire. Observateur autoproclamé de l'univers, les gardiens ont juré de ne jamais intervenir dans les affaires des autres. Bon, on peut pas dire que Uatu a bien respecté ce règlement. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on se retrouve après la danse des pastèques.
Dans l'épisode 14 de mai 1963, les 4 Fantastiques retrouvent le Maître des Maléfices et le Prince des Mers avec leur gueule de mec sorti de thérapie. Une aventure que les lecteurs lugiens ont lue dans l'album 25 des Fantastiques. Cet épisode revient sur le triangle amoureux formé par Suzanne, Reed et Namor. Et là franchement, je ne félicite pas Suzanne. Dans le final de cette histoire, la question cruciale est posée par Namor à Suzanne. Es-tu enfin venu pour partager mon royaume sous-marin? Et là, Suzanne a une réponse bizarre. Plutôt que de l'envoyer chier en lui conseillant d'aller s'astiquer sur Tinder, elle a une réponse qui fait tirer la tronche à Reed. Non, Namor, je suis engagée aux côtés de Reed. Un jour, peut-être, mon cœur choisira, mais c'est trop tôt. Laisse. Non mais sérieux, vous avez vu la tronche de Reed? Ça a dû lui faire un choc, le pauvre. Regardez, c'est le visage de la petite mort intérieure. Dans l'épisode 15 datant de juin 1963, les Fantastiques affrontent le Penseur Fou et ses 3 bits. Mais c'est pas trop vite. Et son terrible androïde, ni animal, ni végétal, ni minéral. En fait, on sait pas trop en quoi il est fait. Mais en tout cas, ça a une sale gueule. Dans la version originale, cette bestiole est grise. Ma bille. Alors que chez Lug, elle est jaune comme des pommes. Moi, j'adore les pommes. Vous pouvez lire cet épisode dans l'album 27 des Fantastiques, publié chez Lug en 1982 et appelé Le Pharaon du Futur. Ah ouais, je vous le conseille. Ouais, enfin, on n'a pas écouté les conseils de quelqu'un qui joue à Fortnite. Oh, ta gueule, suce ton boule, toi. Je passe sur les épisodes 16 et 17 de juillet et août 1963 qui parlent du micro-monde de Fatalis, épisode sur lequel j'ai consacré une chronique dernièrement dans le mag numéro 27 et que vous pouvez lire chez les éditions Lug dans l'album 26 des Fantastiques datant de 1981 et appelé intelligemment le micro-monde de Fatalis. Franchement, je kiffe la couverture. Bon, c'est le grand retour de Fatalis, très apprécié des fans et considéré comme l'ennemi numéro 1 des Fantastiques. Là encore, on imagine que dans le contexte... Le contexte? Mais c'est quoi le contexte? Dans le contexte d'avancées technologiques de l'époque, la miniaturisation devait ouvrir bien des perspectives scénaristiques. L'épisode 18 nous présente pour la première fois le Super Skrull. Après son échec de l'invasion de la Terre à cause des 4 Fantastiques, l'empereur des Skrulls s'est juré de développer une super arme pour les détruire. C'est le Super Skrull, un soldat bioniquement modifié. Les soldats, je les gère. Pour posséder tous les pouvoirs des Fantastiques. Après, on ne peut pas dire qu'il fait peur avec sa gueule de suceuse à la Jojo. Bon, il n'est pas au point car il va quand même se prendre une branlée par les Fantastiques. Ils prennent tous les risques de la terre aux étoiles. Nous avons pu lire cet épisode dans l'album 27 des 4 Fantastiques en 1982, tout comme cet album contenait l'épisode 19 des Fantastiques, datant d'octobre 1963, où les 4 héros rencontrent Ramatut, le pharaon qui deviendra plus tard Kang le Conquérant, si je ne dis pas trop de conneries. Non. Corrigez-moi dans les commentaires bien sûr, mais je crois que c'est bien lui. Né dans un 31e siècle alternatif, il est le descendant du père de Mr. Fantastic, portant le nom de Nathaniel Richards. T'as l'air de savoir de quoi tu parles. L'épisode 20 des 4 Fantastiques date de novembre 1963. Cette fois-ci, c'est l'homme molécule et sa gueule de Kotorepman, assez cringe, qui affrontent les 4 super-héros. Puis dans le numéro 21, ils affrontent le Maître de la Haine en compagnie de Nick Fury. Et ce Maître de la Haine n'est autre que Hitler, ou du moins l'un de ses sosies. C'est en tout cas ce qu'avance Reed à la fin de l'épisode. Les auteurs ne parlent pas encore de clonage. Ouais, il faut dire que dans un contexte de... Le contexte? Mais c'est quoi le contexte? Putain, t'es lourd, hein. On imagine que Stan Lee n'avait certainement pas entendu parler de cette technique, du moins il n'avait pas pris le risque d'en parler. Bon, pour en revenir aux épisodes 20 et 21, nous avons pu les lire dans l'album 28 des Fantastiques, datant de 1982. Il fait partie des premiers albums que j'ai achetés chez Lug. Mais on s'en fout, man, hein. Enfin, le dernier épisode de l'album Panini nous présente le premier annuel des 4 Fantastiques, où ils affrontent le Prince Namor dans une bataille épique. Bah, c'est pas non plus une bataille incroyable du cul, hein. C'est moyennement fun. Hein. C'est un épisode que vous avez pu découvrir en juillet 86 dans le Strange Special Origins 199. Pour conclure, je dirais que c'est un très bel album pour les fans des Fantastiques, avec plus de 320 pages, avec les célèbres couvertures qui pètent leur race à la fin, et sa structure dont la tranche est entubée en inox, qui vous permettra de cogner sur vos gosses sans esquinter le bouquin, et ça fait plaisir. Voilà, comme l'avis de Papy, la présentation de ce bouquin se termine. Et t'en penses quoi? Ben, sur son contenu, mon impression est assez mitigée. Si cela ne relève pas de l'arnaque moldave, les récits de Stan Lee essayent tellement d'aller dans l'originalité que parfois ça coince. Et puis certains dessins sont quand même le cimetière de la beauté. Lire ce bouquin, c'est comme aller sur Tinder à Angoulême, ça peut parfois être laid, mais c'est assez jouable, surtout si t'es pas difficile. Donc pour conclure, je dirais que ben, c'est un album, voilà.
l'arc précédent, j'avais évoqué les deux premiers albums de l'araignée publiés chez Lug, le premier avec le bouffon vert dans le mag numéro 26 et le second appelé La nuit du lézard dans le mag numéro 14. Aujourd'hui, je vous propose de continuer l'exploration de ce passé vintage avec le troisième album consacré à l'araignée appelé Le Spectre, publié au cours du deuxième trimestre 1978. Ah bah oui, si tu regardes ma chaîne, t'es obligé de bouffer vieux, Mais faut te calmer Beyoncé, je vais t'offrir une analyse fine et acerbe, comme à mon habitude, alors mollo, on a moyen de s'ambiancer devant ce bel album. La couverture de Jean-Yves Mitton représente Spider-Man, Iron Man et le Docteur Strange dans une tenue verte finie à la pisse, alors que durant toute l'aventure, il a ses couleurs habituelles. Les trois sont réunis face au spectre menaçant à l'arrière-plan. Si les deux premiers albums étaient des aventures tirées de la série régulière d'Amazing Spider-Man, ce troisième album pioche dans les Marvel Team-Up de l'année 1976. En effet, cet album est le recueil des Marvel Team-Up 48 à 51, écrit par Bill Mantlo, dessiné par Sal Buscema et Mike Esposito. Certains n'hésitent pas à dire que ces 4 épisodes sont les plus belles épopées de la série et même de la carrière de Bill Mantlo. L'histoire confronte le tisseur à une mystérieuse affaire d'attentat à la bombe sur laquelle travaille déjà le commissaire Gene DeWolf, dont c'est la première apparition dans ce récit. Le capitaine de police, qui n'a pas froid aux yeux, a un style détective privé de polar des années 60. L'histoire l'introduit d'ailleurs la cigarette pendue à la bouche, roulant dans un roadster vintage, bref, une interprétation moderne et féministe des durs à cuire classiques, genre Mike Hammer si vous vous rappelez de cette série de Mickey Spillane. Un personnage féminin, fort en caractère, intrépide et très courageux, que tu ne verras jamais faire une moue de petite tasse-fée. Non, c'est le genre de nana avec le service 3 pièces et ça fait plaisir. Pour finir avec ce personnage très intéressant, Gene DeWolf va devenir le personnage secondaire, qui sera l'un des rares soutiens à Spider-Man durant le reste de ses aventures. Iron Man est aussi sur le coup et fera équipe avec le tisseur. C'est un peu le principe d'un Marvel Team-Up, me direz-vous, d'un ton méprisant, pour peu que vous ayez un peu de bon sens. Parce qu'on vous connaît, vous aimez bien juger, on est sur YouTube. Le duo va devenir un trio avec l'arrivée du Docteur Strange, qui va les aider à résoudre une affaire de corruption au sein de la police, dans le service où travaille Gene DeWolf. Mais vous pensez bien que derrière cette première façade, un volet surnaturel vient pimenter l'affaire, sinon le Docteur ne serait pas là. C'est donc également la première apparition du Spectre, dont on apprend tout de suite la véritable identité et dont les pouvoirs extraordinaires vont mettre nos héros vraiment en difficulté. Bien évidemment, ce ne serait pas rigolo si Lug n'avait pas saucissonné une fois de plus ses récits. Et c'est donc l'heure pour nous de la rubrique saucissonnage à la lyonnaise. Et le premier épisode tiré du numéro 48, Lug a enlevé la page 2 et 3, car une explosion projetant Spider-Man dans les airs aurait probablement fait transpirer du cul la censure catho-bolchevique de l'époque. Un héros qui fume n'est pas un bon exemple, visiblement, et on a l'impression que Lug a agrandi ses bulles pour cacher la fumée de cigarette de Gene. Bon, à part ça, pas grand chose à dire, Lug a bien édité l'épisode 48 avec ses onomatopées. Et rebelote pour la première page du numéro 49, qui n'a pas été édité par Lug. Par contre, une erreur s'est glissée sur le panneau 2 de la page 2 de cet épisode, et ce n'est pas de la faute de Lug, mais bien des auteurs originels. Regardez, y a pas quelque chose qui vous gêne là? Ah oui, y a le masque d'Iron Man qui est en sueur. Il a l'armure qui transpire. Ouais bah défaut de transpirer du cul. Ouais, c'est ça la réponse, c'est bien joué l'ancien. Cette erreur avait tellement énervé les pisseurs et pisseuses de l'époque, pardon, je voulais dire les lecteurs de l'époque, et oui, il y avait déjà des rageux, que Marvel avait été obligé d'aborder le sujet dans les pages courrier des lecteurs du Marvel Team-Up 53. Nouvelle coupe de la première page dans l'épisode 50, pas vital et pas forcément nécessaire pour la compréhension de l'histoire, mais bordel, c'est pas bien de couper comme ça une œuvre originale. Par contre, Lug a retiré la dernière page de cet épisode avec 8 cases, dont celle où on voit l'entrée en scène de Hulk qui bondit vers une ville. Bon voilà, on va quand même se détendre le périnée, parce que même si Lug a coupé une page par ici, c'est pas massacre à la tronçonneuse non plus. Par contre, la violence de certaines scènes n'a pas été enlevée. Des choix de coupe bien étranges quand on sait comment la censure pouvait être frileuse. Et ça, c'est assez incroyable du cul. J'adore cette expression. Voilà, je tenais à vous montrer cet album trop peu méconnu des lecteurs français des années 80, mais qui déchire sa race, Bulba, et qui mérite une attention particulière si on aime les comics, ne serait-ce que pour étoffer sa collection d'albums de l'araignée. Une aventure énergique qui bouge, où on n'a pas le temps de niaiser, et qui passe crème à sa première lecture comme à la seconde. Voilà mes petits loulous, cette émission est maintenant terminée. Laissez un pouce bleu si vous avez aimé, et même si vous n'avez pas aimé, on se retrouve très prochainement avec plein de comics, de la nostalgie et de la déconne. Salut les geeks! Les 4 fantastiques. Ta gueule!